Je suis particulièrement heureux parce que je vais introduire quelqu'un que j'aime bien, que j'ai connu il y a longtemps. Je crois que c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Grégoire Olivier était à cette époque le patron de Sagem, qui était un membre très actif à l'IDAT. Sagemcom est aujourd'hui un membre toujours très actif à l'IDAT. Je crois même que Grégoire a été un des tout premiers patrons à nous accompagner pour la présentation de notre rapport annuel. Et on en parlait il y a quelques minutes, il pense que c'est en 2002 ou 2003, donc il faudra vérifier tout ça, c'est évidemment extrêmement important. Ça fait 17 ans que l'on produit ce rapport annuel. Et puis Grégoire s'est éloigné un peu de nos secteurs, en tout cas c'était comme ça qu'on voyait les choses, et j'en étais un peu chagrin. Il est parti dans l'automobile, ça me semblait très loin des bases de l'IDAT. Il a rejoint rapidement le groupe PSA, où il a été patron des programmes. Et puis, il a été le patron de la Chine pendant de nombreuses années. Il est revenu en Europe et il s'est beaucoup rapproché de l'IDAT, puisqu'il est patron aujourd'hui de d'une nouvelle direction qui a été mise en place au sein de PSA, qui recouvre tous les aspects de la transformation numérique qui s'applique à la mobilité en général et à l'automobile en particulier. Donc évidemment, compte tenu de la place qu'a pu avoir dans l'actualité et qu'aura encore dans les années qui viennent l'automobile dans l'actualité numérique, nous avons tout de suite pensé à Grégoire pour venir partager avec nous ces réflexions. Merci Grégoire d'être avec nous. Bien, bonjour Yves, bonjour François, bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous en tant que vertical, qui est un nouveau rôle auquel je vais tenter de m'adapter. Et ce n'est pas seulement le plaisir de retrouver des amis, c'est aussi parce que, vous allez le voir, à peu près tous dans cette salle, vous pouvez avoir un rôle pour aider PSA dans cette transformation et dans cette nouvelle stratégie, donc j'aurais envie de vous dire, au travail. Dans l'automobile, aujourd'hui, un client sur deux, donc un possesseur de voiture sur deux dans les grandes villes mondiales nous dit « Le jour où j'ai accès à des services de mobilité fiables, qui fonctionnent le vendredi à 18 h quand il pleut, aussi bien que le mardi dans la matinée, je lâche ma voiture, j'en ai marre, le parking, les restrictions de circulation, la pollution, etc. Je n'en peux plus. » Et donc, et c'est un phénomène qui est largement urbain et qu'on connaît bien à Paris, mais c'est un phénomène global, c'est-à-dire qu'il a lieu à Sao Paulo, à Shanghai, autant qu'à Paris. Et donc nous faisons, nous, constructeurs automobiles, face à un tsunami lent. Tsunami parce que c'est un mouvement irrépressible, c'est d'ailleurs générationnel, c'est plus vrai des 20-30 ans que des 30-40, plus des 30-40 que des 40-50, etc. Donc c'est irrépressible, mais c'est lent parce que ce mouvement se fera au rythme de l'élaboration de services de mobilité fiables, confortables, de qualité, pas trop coûteux, etc., etc. Nous, PSA, avons décidé de développer ces services de mobilité et ça, la responsabilité qui m'a été confiée. Alors, ce n'est pas totalement évident, parce que si vous regardez d'autres grands verticaux, Alstom n'opère pas la SNCF et Airbus n'opère pas de compagnie aérienne. C'est dire que ce sont des métiers assez radicalement différents qu'un métier de service et qu'un métier d'industriel. Et donc, il nous faut un gros effort d'imagination pour y arriver. Et en particulier, cette transformation passe par des acquisitions de start-up. Les grandes entreprises sont un peu chères dans le monde de la mobilité, donc de start-up pour nous aider à nous transformer. Deuxièmement, c'est une décision qui nous amène à être confrontés de nouveaux concurrents. On le disait ce matin, la maison Decaux est dans ce métier, les Keolis, les Blablacar, que citait François Barrault tout à l'heure, et bien sûr d'autres constructeurs automobiles qui prennent la même orientation que nous. Donc ça ne va pas être facile. Enfin, dernier élément positif, et je vous le disais, c'est un métier dans lequel on rentre dans un nouvel écosystème et dans lequel on ne travaille jamais
seul. Donc nous avons pris en même temps la décision de créer un business lab, comme d'autres grands corporates avant nous, c'est-à-dire un lieu d'augmentation de surface d'échange entre les startups et PSA, avec un fonds d'investissement d'une centaine de millions d'euros, dont on a à peu près en 18 mois déjà dépensé la moitié, qui nous amène à coopérer avec des startups, ce qui est à la fois étrange et nouveau et difficile, et pour elles et pour nous. Alors cette mobilité, elle va se décliner en 5 chapitres. Je ne vais pas tous les voir en détail, mais il y a de la mobilité B2C, c'est-à-dire transporter des clients qui ne veulent pas être propriétaires de leur voiture. Il y a de la mobilité B2B, c'est aider les entreprises à faire elles-mêmes ce cheminement. Il y a les services connectés, dont Yves Bonnefond, mon collègue qui est patron de DS, est venu vous parler il y a quelque temps. Il y a la data, parce que nos voitures génèrent des données et nous vendons ces données. Donc on est déjà dans ce grand mouvement de monétisation de la donnée, je vous en dirai quelques mots. Et il y a enfin la voiture autonome qui va être une réalité très vite dans certains usages et puis un peu plus lentement dans d'autres, et j'y reviendrai. Le tout couronné par la création d'une marque. Nous avons créé la marque Free2Move avec un 2 à la place du tout au milieu, qui a vocation mondialement à représenter auprès de nos clients nos services de mobilité. Alors je commencerai par le B2C. Le B2C, c'est par exemple l'autopartage. Nous sommes devenus un acteur d'autopartage. Nous avons lancé en décembre, alors on est sur quelques villes déjà, mais le dernier bébé qu'on a lancé, c'est la ville de Madrid. Le 19 décembre, j'ai eu le plaisir avec 200 journalistes de lancer une opération qui, avec 500 voitures C0 électriques dans Madrid, et Manuela Carmona, la maire Podemos de Madrid, est venue inaugurer. Donc Podemos, c'est la gauche radicale, celle qui n'aime pas beaucoup la voiture individuelle. D'ailleurs, Madame Carmona ferme des grandes rues dans Madrid, un peu comme ce qu'on voit à Paris. Et pourtant, elle a dit en inaugurant, « Avec vous, nous allons rendre à Madrid son ciel de Velázquez ». Donc ça m'a permis de revenir au comité et dire à mes collègues du COMEX de PSA, vous voyez, moi je ne suis pas un dieseliste, je rends à Madrid le ciel de Velázquez. Donc il y a en plus dans cette initiative de mobilité une dimension corporate social responsibility où PSA montre qu'il se met dans la modernité. Et notre opération à Madrid marche très bien. Néanmoins, l'autopartage aujourd'hui, c'est un succès d'estime. Ça n'est pas encore un succès en termes numériques, puisque tout concurrent confondu, il y a dans le monde 200 000 voitures en autopartage, dont les Blue Cars, les 4 000 Blue Cars de Paris, après 10 ans d'efforts. Si on compare à un Uber qui est à 1 500 000 voitures après 7-8 ans, on voit qu'on n'y est pas. Alors, on n'y est pas pourquoi? On n'y est pas d'abord, et comment on va y être? D'abord la technologie. La grande difficulté de l'autopartage, c'est que les voitures soient au bon moment, au bon endroit. Donc on les déplace, mais encore faut-il savoir anticiper les besoins de déplacement qui sont liés à la topographie urbaine, qui sont liés à la disposition des différentes classes de revenus dans la ville, qui sont liés à l'événementiel et également des villes. Et nous travaillons pour ça avec une start-up qui s'appelle Palto, créée par Jean-Baptiste Rudel, qui est l'homme qui a fondé Criteo et qui nous amène la même densité intellectuelle qu'il a mis en place pour créer Criteo, pour nous aider à déplacer les voitures, puisque d'après Jean-Baptiste, c'est finalement aussi facile ou difficile d'anticiper les développements physiques dans une ville que d'anticiper des mouvements sur le net. Deuxièmement, il y a un sujet d'argent. Quelqu'un le disait ce matin, comme on s'adresse à c'est un phénomène de masse, il faut être compétitif, il faut être moins cher que le taxi, etc. Donc là-dessus, on a aussi du travail de productivité. Et enfin, il faut de la qualité. Parce que être moderne, être cool, utiliser des voitures de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on veut une voiture sale, ça ne veut pas dire qu'on veut une voiture abîmée. Et beaucoup des gens qui ne prennent pas Autolib dans Paris disent j'ai essayé, mais je trouve que les voitures sont sales. Et à ce sujet, on a d'ailleurs un petit film qui illustre ce besoin de qualité dans ces nouveaux modes de mobilité. Over the course of your life, you'll regret car sharing on holiday 18 times. Citroën Rent and Smile. Rent a Citroën at Citroën for maximum freedom. Alors, nous
nous sommes enthousiastes sur l'autopartage, mais on ne pense pas que c'est la solution à tous les besoins. Donc, autre initiative que nous prenons dans la mobilité individuelle, la location courte durée, qui est une nouvelle idée neuve. Je m'explique. Nous avons un réseau de concessionnaires Peugeot, un Citroën, un DS, mondial, extrêmement dense en Europe, et qui ont des voitures, des dizaines de voitures. Nous avons décidé de faire de ce réseau une plateforme de location courte durée. Et c'est rendu très simple par les plateformes logicielles qui permettent d'ouvrir la voiture sur son smartphone. Et donc nous avons aujourd'hui 300 concessionnaires Peugeot et une trentaine de Citroën. On est en train de monter chez Citroën, d'où cette campagne que Citroën est en train de faire sur le net, dans lequel nous proposons à des clients de venir et d'avoir accès à une Peugeot toute neuve, une Citroën toute neuve pour une location courte durée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a commencé depuis quelques années chez Peugeot, c'est que ça amène en concession des clients nouveaux. Et c'est pour ça que quand je discute avec les patrons de marque, ils sont enthousiastes et ils m'ouvrent leurs concessions parce que la moitié des locations faites par Peugeot sont des gens qui n'avaient jamais acheté une Peugeot ou autre chose, des gens qui n'ont pas de voiture, qui sont plus jeunes, qui sont intéressés par louer une voiture quasi neuve puisqu'elles ont moins de 6 mois et Peugeot. Et c'est une grande voiture pour les vacances, c'est une petite voiture pour un week-end, c'est un véhicule utilitaire pour aller chez Ikea. Donc on suit les besoins de ces clients qui louent 4, 5, 6 fois par an et qui, on l'espère bien, à un moment vont basculer et acheter une voiture. Donc c'est aussi une réponse, et c'est une réponse d'ailleurs qui va nous amener à inventer l'autopartage de la ville moyenne. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les grands concurrents d'autopartage, nous comme les autres, se concentrent sur les grandes villes dans le monde. J'ai signé 3 accords avec des grandes villes chinoises, on est sur le point de signer avec une ville américaine, on est dans 4 villes européennes déjà, mais personne ne va dans les petites villes ou villes moyennes parce qu'en dessous de 300-400 voitures, on n'arrive pas à atteindre une taille critique qui assure la rentabilité. Eh bien, avec les concessionnaires, nous allons apporter l'autopartage à des villes moyennes parce que le concessionnaire, il a déjà sa plateforme de coûts, il a déjà son personnel, il a déjà ses 30-40 voitures qu'il loue. Rien ne l'empêche d'aller voir le maire de la ville de Montluçon, par exemple, et le convaincre de lui prêter une vingtaine de places en centre-ville, près de la gare, près du théâtre, et y mettre des voitures qui s'ouvrent automatiquement avec le smartphone, et ainsi poursuivre son opération de location courte durée. C'est ce que nous voulons faire. Donc dans l'autopartage, pour résumer, les 2 grands axes d'effort, c'est ajouter de l'intelligence pour faire coller la position des voitures dans les grandes villes aux besoins changeants des clients. Deuxièmement, inventer l'autopartage de la ville moyenne, et à ce moment-là, nous pouvons devenir parmi les plus grands et dépasser ce succès d'estime. Voilà pour l'autopartage. Alors, il y a aussi, et vous le savez bien, la location entre particuliers. Et là-dessus, nous avons investi dans une société qui s'appelle Coolicar, qui vous permet de louer la voiture de votre voisin. Alors, c'est le 3e français. Drivey est le numéro 1, Wicar le numéro 2. C'est un métier qui se développe rapidement. D'ailleurs, aujourd'hui, il manque de voitures, il manque de gens qui apportent leur voiture et ils ont trop de clients qui sont prêts à louer. Donc, il y a une dynamique très positive. Et nous avons investi dans une société qui marche très bien, qui s'appelle Travelcar, qui fait la même chose en aéroport. Et là-dessus, j'ai une petite vidéo pour expliquer le business model de Travelcar pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que ça fonctionne. You're all packed up and ready for the perfect vacation. But how are you getting to the airport? Public transportation? Taxi? A ride from a friend? Or maybe you'll take your own car and leave it at the airport. We've got a better option. Traveler Car. Drive your own car and park for free near the airport. While on vacation, we'll rent your car to another traveler, fully insured. Roadside assistance is available 24/7, and we'll verify the traveler's identity and take inventory of your vehicle before and after the rental. Welcome home. When you get back, you'll find your car washed and payment made for the time it was rented. Not bad. Traveler Car. Get paid to park. Get paid to park.
tout est dit. C'est une société qui se développe à toute vitesse et qui, avec nous, va aux États-Unis. Ils démarrent aujourd'hui à l'aéroport de Los Angeles. Enfin, ils ont démarré il y a quelques mois. Ils ont enregistré il y a 3 semaines leur premier $10 000 de chiffre d'affaires et c'est tout à fait excitant. Ils utilisent des tas de nouveaux outils, des tas de nouvelles formes d'assurance aussi avec un partenaire assureur, un outil notamment qui permet sur smartphone de faire ce qui est le cauchemar de tous ceux qui ont loué une voiture chez un loueur courte durée, c'est-à-dire un petit tutoriel qui permet de prendre une quinzaine de photos de la voiture sous tous les angles pour prouver que la voiture est en bon état, et ça prend 3 minutes, on peut le faire soi-même et ça évite l'étape d'inspection que vous avez tous subi dans la location courte durée. Voilà. Alors, elle se développe à toute vitesse. Elle se développe d'autant plus vite que les startups, c'est un écosystème. Hein, la jungle aussi, c'est un écosystème. Et donc, si je puis dire, on tire à balles réelles. On a envisagé... Il y avait en fait 3 concurrents dans ce domaine. Il y avait un Américain qui s'appelle Flightcar. Il y avait un Français qui s'appelait Trip and Drive. Et Travelcar, après pas mal de réflexion, on a choisi Travelcar. On a bien fait parce que l'Américain, après une levée de fonds le valorisant $100 millions, a finalement déposé le bilan à l'été 2016. Et d'ailleurs, Travelcar a repris une partie du management. Et quand Trip and Drive... il a aussi déposé le bilan au début de cette année. Il était valorisé un petit peu moins cher juste avant. Et il a été repris pour 30 000 € à la barre du tribunal de commerce par Travelcar. Donc c'est un métier qui n'est pas aussi facile que ça de travailler avec les startups. Enfin, je sais que vous en êtes tous convaincus. Et c'est pour ça qu'on se réjouit d'avoir trouvé le bon partenaire avec Travelcar. Alors voilà pour ce qui est le B2C. B2B, j'irai un peu plus rapidement. Notre objectif est de faciliter la mobilité en entreprise. Donc la clé du sujet, là aussi, est technologique. Ce sont les logiciels de gestion de flotte. Donc nous commercialisons un logiciel de gestion de flotte. On va d'ailleurs se renforcer dans ce métier et ça nous permet en plus de faire du leasing de voitures. Nous avons aussi, de ce côté-là, virer notre cutie, fait un effort intellectuel important. On a décidé de faire du leasing pour d'autres marques que les nôtres. Vous savez que tous les constructeurs automobiles ont une captive financière, donc leur propre banque. Alors, ce n'est pas des toutes petites banques. La banque PSA Finance, c'est un peu plus de 20 milliards d'euros d'encours. Donc, ça fait partie des banques qui existent dans les rankings. Mais c'était réservé à nos marques. Donc, on a créé Free2Move Lease, de façon à pouvoir répondre aux besoins d'entreprises européennes, par exemple, qui veulent louer, faire du leasing de Peugeot en France et puis de Volkswagen en Allemagne, il paraît qu'il y en a, et assis sur un outil de gestion de flotte de plus en plus sophistiqué qui permet aux entreprises de réduire... Quoi, c'est moi qui appuie sur le truc, là? Non. De réduire leurs coûts. Troisième élément, les services connectés. Donc, nous sommes... et on ne le savait pas à l'époque, pionnier dans les services connectés, puisque le groupe PSA a inventé en 2003 l'appel d'urgence qui permet à un conducteur qui a un accident et qui est inconscient, que la voiture elle-même appelle à un réseau de secours et en 15 minutes, il y a quelqu'un qui vient sur place et qui s'occupe du sujet. Donc ça, là aussi, ça a été un grand succès d'estime. Curieusement, ça ne s'est pas traduit par des revenus, parce que dans une concession automobile, au moment où le client fait son chèque de 25 000 € pour acheter une voiture, le commerçant nous dit c'est difficile il ne se projette pas ensanglanté dans le bas-côté, inconscient, en train de perdre son sang. Donc, c'est difficile de lui vendre le service. Et donc, soit on lui donne, soit on n'en parle pas, parce que le risque, c'est qu'on en parle et que du coup, il n'achète plus la voiture. Bon. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a inclus dans nos véhicules de haut de gamme gratuitement. Aujourd'hui, nous avons ainsi 2,5 millions de véhicules qui circulent en Europe et qui ont ce service d'appel d'urgence. Donc, ils ont une petite carte SIM, ils sont connectés. Si le client n'a pas opté out ou a opté in, suivant les pays et les réglementations locales, eh bien, nous avons accès à ces données qui rejoignent notre cloud et nous pouvons les anonymiser et les vendre.
Donc c'est ce qu'on fait. Le premier client a été la ville de Nice et nous fournissons à la ville de Nice régulièrement avec notre partenaire IBM une vision de la vitesse des voitures sur les routes de Nice. On peut leur dire à tel endroit il y a 10% des voitures dont l'ABS se déclenche, le freinage d'urgence, donc c'est potentiellement accidentogène, intervenez avant que l'accident arrive, etc., etc. On sait sur un embouteillage d'où venaient les voitures, où est-ce qu'elles vont, etc. Bref, on aide les villes à gérer mieux leur infrastructure. On a comme clients pas seulement des villes, mais des régions comme la Wallonie, des pays. On est en train de négocier un accord en Espagne avec le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un marché qui se développe. Vraiment, on est compétitif quand il s'agit de données proches de la voiture, mais pas. Sinon, on est concurrent avec des opérateurs de téléphonie mobile qui sont beaucoup plus denses et moins coûteux. J'en dirai pas plus sur les services connectés, si ce n'est, vous le savez, que c'est un métier difficile parce que faire payer le client automobile un service, pour l'instant, les deux seuls killer apps que l'industrie a trouvés, c'est la cartographie et avec la façon d'éviter les bouchons, et c'est ce qu'on appelle pudiquement dans le métier la détection des zones à risque. Suivez mon regard, et ça aussi, ça fait partie des choses que les clients demandent dans les concessions, et ils sont prêts à payer 100, 150 € par an, mais sur les autres services, on n'a pas encore de killer app, donc on travaille avec un certain nombre d'entre vous à des proof of concept sur les tas de services. On essaye d'innover et voir ce qui prend pour les services de demain. Dernier, donc j'ai parlé de la data, dernier point, mais pas le moindre, la voiture autonome. Alors, la voiture autonome, il y a des choses qu'on sait et il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans un très petit nombre d'années, quand vous voudrez, après une grosse journée de travail vendredi, aller en week-end à Nice ou à Montpellier, tiens, peut-être, à Montpellier, et que vous avez des bagages, des collègues à emmener, je ne sais pas quoi, eh bien, vous conduirez votre voiture jusqu'à l'autoroute A6, et arrivé à l'autoroute A6 à 10h du soir, vous mettrez la position siège-couchette, la lumière bleue dans l'habitacle, vous appuierez sur le bouton autonome et la voiture vous conduira toute seule, en toute sécurité, à 130 à l'heure pour Montpellier. Et Yves, tu arriveras au petit matin à ton café favori, bon, ou dans les ruelles du Vieux-Nice qui se prêtent moins à la conduite autonome. Donc ça, on sait le faire déjà. On a roulé sur toutes les autoroutes en France, en Hollande, on attaque l'Espagne, on n'est pas les seuls, d'ailleurs d'autres constructeurs le font aussi. On est déjà 10-2 plus sûr que vous et moi quand on conduit, enfin moi en tout cas, vous peut-être pas, mais parce que la voiture n'est pas enrhumée, elle ne prend pas de médicaments, elle ne change pas le CD, elle ne s'endort pas, etc. etc. Et comme ça a d'ailleurs été dit fort justement par François Barrault, c'est un domaine où les autorités de régulation nous accompagnent complètement. Il y a même presque une concurrence, notamment aux États-Unis. Le gouverneur du Michigan, il y a 3 mois, il a signé le même jour 4 executive orders ouvrant complètement les routes du Michigan aux voitures autonomes, parce que c'est la bagarre des États américains pour avoir les essais, les centres de recherche, etc. C'est pareil en Europe, on n'a aucun problème. Aujourd'hui, on a le droit de faire rouler des voitures autonomes à condition qu'il y ait quelqu'un dans l'habitacle susceptible de reprendre le contrôle, ce qui nous paraît tout à fait bien. Et donc, je ne doute pas que d'ici 2-3 ans, ce mode de circulation sur autoroute sera possible. Je prétends même que, assez rapidement, nous ne vendrons plus de voitures haut de gamme qui n'aient pas cette fonctionnalité, qui sera quelque chose que vous utiliserez 1 fois, 2 fois, 3 fois par an, c'est pas tous les jours, mais c'est très important. Ça veut dire qu'on va commencer à descendre la cost curve des lidars, des radars, des capteurs de tout genre. Ça veut dire que les cartographies vont se développer en haute définition à toute vitesse. Ça veut dire que le coût des logiciels embarqués, de l'intelligence artificielle va baisser également, et que ça va rendre possible l'autre phase, qui est, alors, c'est une expression qu'on n'aime pas dire, mais c'est qui est très parlant, le robotaxi. C'est-à-dire la voiture autonome comme taxi ou comme navette urbaine. Là, je suis un tout petit peu moins sûr pour vous donner des dates. Ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. Premièrement, tous les constructeurs, évidemment, sont sur le sujet. Nous-mêmes avons signé un accord avec une start-up du MIT qui s'appelle Nutonomy, qui met ses logiciels sur nos voitures, enfin sur la 3008 et des couches de logiciels qu'on développe nous-mêmes, et les voitures vont rouler à Singapour en septembre, en toute autonomie.
dans un milieu urbain avec des piétons, des bus, des voitures, un quartier d'affaires de Singapour, avec évidemment quelqu'un dans l'habitacle pour reprendre le contrôle en cas de difficulté. Nous travaillons avec la mairie de Paris à déployer une expérimentation sans doute deuxième semestre 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que la première réaction de la mairie de Paris a été de dire « bon, vous travaillez avec les taxis ». Parce que je ne veux pas de bagarre, évidemment, les taxis, les voitures, les autres robots-taxis, ça pourrait ne pas leur plaire. Donc, nous ont mis en relation avec la principale société de taxis parisienne. Et on a eu nos premières réunions. Et en fait, c'est finalement relativement facile de se mettre, si je puis dire, les chauffeurs de taxi dans la poche, parce que la réalité des années à venir n'est pas tout à fait ce que prédisent certains consultants, alors pas ceux qui sont dans la salle, qui ont pris le PNL du taxi, qui ont viré le salaire du chauffeur et qui ont dit, ben voilà, le PNL voiture autonome. C'est pas tout à fait ça, parce que le chauffeur de taxi fait autre chose que... Non, François, je dépasse mes 15 minutes. Il fait autre chose que conduire la voiture. Il fait la maintenance, il fait le plein, il fait des papiers, etc. Donc, de toute façon, il y aura un back-office important pour faire fonctionner les voitures autonomes qui va donner du boulot. Ce seront comme souvent dans les transitions numériques, des fonctions assez différentes, avec des skills, des compétences différentes, mais il y aura des jobs. Et donc, on a décidé, avec cette compagnie de taxi, d'associer les chauffeurs de taxi à l'expérimentation, voire même d'en mettre un ou deux autour des voitures et à nous aider à les manager pendant cette expérience, qui aura lieu, une fois de plus, qu'on vise en deuxième semestre 2018, mais bon, on y travaille encore, tout n'est pas fini. Donc, on fait beaucoup d'expérimentations, on sait en même temps qu'il reste beaucoup de problèmes à résoudre, hein. Il faut une cartographie au centimètre près, donc ça c'est de la haute définition. Comme le rappelait Thierry Breton ce matin, quand on a les données de ce genre de cartographie, elles ne transitent pas, enfin, elles ne logent pas sur un disque dur, donc il faut qu'elles transitent en 5G. Pour qu'elles transitent en 5G, il faut une qualité parfaite, parce que dès que le signal, il n'y en a plus, la voiture s'arrête, ce qui bloque les circulations. Donc il y a des sujets technologiques à résoudre. Et après, il y a des sujets d'acceptation sociale auxquels on travaille d'ores et déjà, mais qui font que ça va prendre un certain temps, et que là-dessus, moi je me souviens de la façon dont les constructeurs de télécommunications annonçaient des gigarouteurs terabits, etc., dans les années 2000 et quelques tous les jours, et Alcatel faisait l'essentiel de ses profits en maintenant les vieux terminaux de France Télécom et en vendant des consommables de fax. Bon, je pense que ça va être un petit peu pareil. Vous allez voir des annonces tonitruantes des constructeurs, mais un véhicule autonome totalement sûr, accepté par les différents partenaires et qui transportera des vrais clients de façon efficace, c'est un petit peu difficile de dire quand est-ce que ça va venir. Bon, je vais conclure. Un forecast quand même très frappant. En 2035, 80% des trajets aux États-Unis seront faits en voiture autonome. 2035-2040, 80%. Et c'est pour ça, donc là, je voudrais passer, voilà. Non, je vais à l'envers, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pourriez passer la dernière slide ? C'est pour ça qu'on investit en expérimentation. Et le meilleur pour la fin, Free2Move. Donc, nous avons lancé Free2Move. C'est un agrégateur, c'est un portail. Vous l'avez sur votre smartphone. Vous l'ouvrez dans n'importe quelle grande ville au monde et ça vous donne une carte avec toutes les propositions d'autopartage, de scooters partagés, de vélos partagés disponibles. Vous choisissez celle qui vous plaît. On a lancé ça dans 5 pays d'Europe du Nord. On est en train de lancer en France et on est en phase finale de test. Et notre objectif ultime, c'est que ce soit partout dans le monde avec le fameux single sign-up. Vous enregistrez une fois, c'est-à-dire que vous donnez un scan de votre permis, votre passeport et votre carte bleue à ce site-là, et vous êtes enregistré sur tous les opérateurs d'autopartage dans le monde. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans 5 pays, nous sommes dans une trentaine de villes avec les partenaires de services que vous voyez là. C'est notre vision ultime de la mobilité donnée à nos clients. Je vous remercie.